Communiquer avec une personne souffrant de troubles neurocognitifs majeurs grâce à la méthode Montessori. Bienvenue dans ce tutoriel. Nous avons déjà vu dans un tutoriel précédent comment entrer en relation avec une personne ayant des troubles neurocognitifs avec l'approche de la validation de Naomi Feil. Aujourd'hui, nous allons explorer avec Juliette Terpereau, orthophoniste, comment la méthode Montessori peut faciliter la communication et favoriser le bien-être des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs, ainsi que des conseils pratiques pour mettre en œuvre cette approche dans votre quotidien d'aidant. Comprendre le trouble neurocognitif majeur et ses défis de communication. Dans le tutoriel précédent, Juliette Terpereau nous a expliqué les enjeux de la communication avec une personne atteinte d'un trouble neurocognitif majeur associé à la maladie d'Alzheimer ou apparentée. Et elle nous a présenté la méthode de la validation de Naomi Feil. Elle soulignait que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent être perturbées dans leurs repères, avoir un langage déformé, avoir des difficultés de compréhension et qu'elles pouvaient quitter la réalité présente pour rentrer dans leur propre réalité. Elle expliquait comment les aidants pouvaient adopter une posture empathique, observer la personne, se mettre en miroir de ses émotions et entrer dans son univers pour pouvoir communiquer efficacement. On peut, je vous ai dit, entrer en relation en ayant des outils de communication adaptés, en créant des routines et en adaptant le contexte. Vous pouvez écouter la première partie sur les troubles neurocognitifs majeurs et la communication. Je vous mets le lien sous la vidéo. Principe de la méthode Montessori pour la communication. Les principes de la méthode Montessori peuvent être appliqués pour faciliter la communication avec les personnes souffrant de troubles neurocognitifs majeurs. Voici quelques principes clés. Simplification. Utilisez un langage simple, des phrases courtes et claires pour faciliter la compréhension. Visuel et tactile. Utilisez des supports visuels et tactiles tels que des photos, des objets concrets et des textures pour renforcer la communication non verbale. Respect de l'autonomie. Encouragez la participation active et l'autonomie de la personne ayant des troubles neurocognitifs majeurs, en lui permettant de faire des choix simples et en favorisant son engagement dans des activités significatives pour elle. Technique de communication Montessori pour les personnes atteintes de démence ou de troubles neurocognitifs majeurs. La méthode Montessori propose plusieurs techniques de communication qui peuvent être bénéfiques pour votre proche. Voici quelques-unes de ces techniques. Validation. Écoutez attentivement, validez les émotions et les sentiments de la personne atteinte de troubles neurocognitifs majeurs, même si ses propos peuvent sembler confus ou incohérents. Réminiscence. Utilisez des photos, des objets ou des souvenirs pour encourager la personne à partager des moments de sa vie passée. Cela favorise ainsi l'établissement de connexions émotionnelles. Activités adaptées. Proposez des activités sensorielles adaptées, telles que des puzzles simples, des jeux de manipulation ou des activités artistiques, pour stimuler l'engagement et la communication. Un autre point important, donc en premier lieu, avoir des outils de communication adaptés, un positionnement pour rejoindre la personne sur le plan émotionnel plutôt que sur le plan du réel et du présent. Et un autre point, c'est s'appuyer sur les routines. C'est-à-dire que, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, la mémoire de ce qu'on a fait hier fonctionne moins bien, mais on a cependant une mémoire émotionnelle. Nous, on a des patients, on arrive, ils nous reconnaissent, ils ne savent pas qui on est, notre nom et notre fonction, mais ils nous tutoient en disant « Ah, te voilà, ça me fait bien plaisir ». Parce que les séances se sont bien passées. Donc, en mémoire émotionnelle, ils se souviennent d'avoir fait des choses avec nous qui étaient plutôt agréables. Et moi, j'ai des patients, par exemple, qui viennent à un groupe. Ils ne sont jamais venus tous les lundis matins. Ils ne sont jamais venus à l'hôpital, sauf qu'ils s'asseyent à la bonne place. Et quand je demande où sont les crayons, ils savent où ils sont rangés. Et donc, pour la vie quotidienne, bon, là, c'était pour illustrer, mais pour la vie quotidienne, on peut aussi utiliser ces ressources qui sont préservées et créer des routines, créer des façons de faire et des façons de dire les choses qui vont être constantes pour aider la personne. Donc, à lui proposer des choses qu'elle fait déjà, des choses
qui l'intéresse et choisir un lieu qui fasse repère pour la personne. Donc la fille vit avec sa maman et sa maman est toujours inquiète de savoir où est sa fille. Et donc elle voulait toujours avoir l'agenda de sa fille. Donc sa fille lui avait mis dans la cuisine, sur une table, sur le frigo, sur différents cahiers, différents supports. Et puis je lui ai demandé, mais observez votre maman, savoir où elle passe dans la maison, quel est son point de repère, quel est... Et finalement, la fille a fini par trouver qu'il y avait une commode où autrefois il y avait le téléphone fixe, où la dame avait dans le tiroir eu l'habitude de mettre son propre agenda. Et finalement, à cet endroit-là, la fille a mis son agenda. Et au lieu de demander à sa mère de se souvenir de l'information pour l'écrire dans l'agenda, c'est la fille qui a écrit dans l'agenda à un endroit où la personne passait régulièrement. Et maintenant, cette dame lui dit, je suis soulagée, je suis rassurée. Et dans l'information verbale que la fille pouvait donner, elle lui disait, ah, tu as besoin de savoir cette information, c'est vrai que c'est important, allons voir ce qui est écrit sur l'agenda. Et donc, elle avait cette formule, c'est-à-dire de reconnaître d'abord le besoin de sa maman, d'aller ensemble dans un endroit qui fait déjà un repère pour la personne et le faire toujours sur les mêmes modalités. Et on peut le modéliser pour toutes les actions de vie quotidienne. Je vous ai mis cet ouvrage de AGD Montessori, là, en fait, et il propose vraiment quel genre de soutien, quel genre d'adaptation du contexte autour de la personne on peut proposer pour les activités de vie quotidienne. Donc, c'est un autre regard, si vous voulez, c'est un regard non pas sur une maladie, mais sur une personne porteuse de handicap. Et donc se dire, la personne, elle est en situation de handicap, donc je vais faire bouger cette situation pour la mettre en possibilité de réussir. Donc c'est ce regard-là que la méthode Montessori apporte, de dire, est-ce que si on ajuste le contexte, est-ce que si on donne plus d'informations ou moins d'informations, si on donne des couleurs, des repères, des routines aussi, la personne peut continuer à faire par elle-même. Donc à avoir une façon de reprendre le contrôle sur sa vie, à avoir envie de faire les choses et de les faire de façon plus autonome et donc de retrouver un rôle aussi. C'est vraiment ça, les objectifs de la méthode Montessori. Pour conclure, l'utilisation de la méthode Montessori dans la communication avec les personnes souffrant de troubles neurocognitifs majeurs offre de nombreux avantages. En simplifiant le langage, en utilisant des supports visuels et tactiles, en respectant l'autonomie et en mettant l'accent sur des activités adaptées, nous pouvons faciliter la communication et favoriser le bien-être de notre proche. Il est essentiel de garder à l'esprit que chaque personne est unique et il peut être nécessaire d'adapter ces techniques en fonction des besoins spécifiques de votre proche. En étant attentif, patient et respectueux, nous pouvons établir des connexions significatives et soutenir le bien-être émotionnel de notre proche tout en renforçant les liens